Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour découvrir le président de la CCI France, Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Cela fait 3 mois que vous êtes à la tête de janvier, élu en 25 janvier, un petit peu moins de 3 mois, élu à la tête de CCI France, alors qu'il y a ce nouveau nom, une marque chapeau. 121 CCI en France, métropole et outre-mer, il ne faut pas les oublier. Et vous êtes le président de cette CCI France. Alors on va rappeler ce qu'est la CCI, c'est le réseau des chambres consulaires, ce sont des chefs d'entreprise qui siègent, et vous êtes vous-même un entrepreneur, XAO Industrie, qui est un éditeur de logiciels, vous venez de la tech. Vous avez, quand on est président d'une institution comme la CCI France, est-ce qu'on a encore le temps de s'occuper de ces activités, où on est à 150% sur la CCI? Vous savez, moi, ça fait des années que je suis à 150%. Sur les deux sur ma vie. Voilà, non, on est à 150%. Et puis, il ne faut surtout pas laisser tomber son activité. Vous voyez, le drame, des fois, des institutions, c'est de se déconnecter du terrain. Et je crois qu'il est très important, quand on est président de chambre de commerce, de garder une activité professionnelle et de garder aussi une activité avec les territoires, les chambres de commerce territoriales, de façon à véritablement être en prise avec le terrain. CCI France, alors il faut juste faire un tout petit peu d'histoire, parce qu'il y a eu toute une réforme 2008 sous l'ère Nicolas Sarkozy qui avait dit on va faire le grand Big Bang des CCI, on va les concentrer, on va en réduire, on va créer des CCI régionales, et puis on va créer une institution, et puis est née cette CCI France dont vous êtes aujourd'hui le président. L'idée c'était de faire mieux avec moins. Mais écoutez, c'était ça la philosophie des CCI à ce moment-là. Je sais pas, l'idée, je ne sais pas ce que voulait faire Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, il y avait une idée d'optimisation, sans doute. Et sans doute une idée de lisibilité aussi, de donner plus de lisibilité au réseau. Et je crois que cette réforme a au moins réorganisé et a créé des véritables échelons, parce qu'on était en pyramide inversée qui était un peu complexe, avec effectivement les territoires qui font la proximité et le travail de terrain, les régions qui ont un rôle d'ensemblier et de redistribution de la taxe pour frais de chambre, donc cette fameuse ressource fiscale. C'est votre ressource, hein ? C'est notre ressource, mais pas principale. Principale. Vous savez qu'on a aussi notre chiffre d'affaires, entre guillemets, et puis la tête de réseau qui est là pour piloter, pour animer ce fameux réseau. On va parler de l'apprentissage, parce que vous êtes très engagé, les CCI, sur l'apprentissage, l'accompagnement avec les écoles. C'est la loi qui vous autorise, évidemment, vous êtes un organisme public, mais qui a vocation à fonctionner. D'ailleurs, quand vous vous exprimez, c'est intéressant, vous parlez des CCI comme une entreprise, vous parlez de chiffre d'affaires, vous avez des recettes. C'est un peu ça l'idée ? Et j'ai des clients. Et vous avez des clients. J'ai 4. Non, mais c'est quand même une révolution, ça. On ne parlait pas comme ça il y a encore 10 ans. Elle est peut-être un peu personnelle, c'est la révolution. J'ai l'impression. Écoutez, donc, nous sommes des entrepreneurs qui pilotons des établissements publics. Alors, c'est un peu compliqué, mais sous tutelle de l'État. Mais nous sommes des entrepreneurs. Et le risque, c'est de quitter cette casquette d'entrepreneur. Il ne faut jamais la quitter. C'est pour ça que je veux aussi garder mon job, si vous voulez. Et donc, on pilote ces établissements publics avec du très long terme, mais avec le souci de l'entreprise. Revenons au court terme, parce que les CCI, aujourd'hui, accompagnent les TPE, les PMI, les ETI. Il faut le dire, dans un étrange phénomène. On a eu un rebond économique à l'issue de ces crises Covid, où les entreprises sont reparties. Pas de dépôt de bilan, ou très peu, enfin en tout cas inférieur à ce qu'on avait imaginé. Un chiffre de croissance qui était florissant, à plus 8. Et puis nous voilà repartis dans un trend de croissance hésitant, entre 3, 2, 8, on parle d'un 5. Qu'est-ce que vous disent les chefs d'entreprise, et qu'est-ce que propose aujourd'hui la CCI pour essayer d'amortir ce qu'on nous prédit comme être un nouveau choc économique ? Premièrement, cette crise d'Ukraine, si vous voulez, c'est un drame humain et un gâchis économique. Pourquoi un gâchis économique ? Parce que vous l'avez dit, dans une période où on sortait de cette crise de Covid, des fois un petit peu renforcée, parce on s'est plus digitalisé, on a été plus proche du terrain, plus proche de nos clients, etc., même avec la distance. Alors qu'on allait compenser en 2021 avec 4% de croissance le trou d'air de 2019-2020. L'emploi repartait. Voilà. À ce moment-là, donc si vous voulez, cette crise ukrainienne est venue nous casser les jambes. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un gâchis parce qu'il y avait un dynamisme, une foi dans la conquête, dans la croissance, dans la durabilité que moi je n'avais jamais vu depuis longtemps. Et c'est vrai que là, nous replongeons nos entrepreneurs dans le doute. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs ont moins confiance dans la période Covid. C'est quand même la confiance a baissé.
terriblement. Ils vous disent quoi? D'abord, en première ligne, les entrepreneurs, ceux que vous croisez, ceux qui sont d'ailleurs membres des réseaux consulaires, ils vous disent, globalement, moi j'ai une augmentation des prix de matières premières, qu'on soit dans la tech, les composants, mais qu'on soit dans l'agriculture, que l'on soit dans l'agroalimentaire. Ils vous disent, moi j'ai des augmentations de 30 à 40%. Et derrière, comment je fais avec mes clients? Alors, il y a une angoisse là. Ouais, ils nous disent deux choses. Ils disent, premièrement, comment je vais faire pour continuer à commercer, d'accord, notamment avec les pays qui sont touchés. Deuxièmement, ils nous disent comment faire pour pricer, ce que vous dites, les matières premières, mais l'énergie. J'ai un exemple très clair dans une verrerie en Normandie. Bien sûr. Verrerie, prix du gaz multiplié par 4, de l'électricité multiplié par 3. Et quand vous voyez l'impact là-dedans de l'énergie dans la verrerie, c'est essentiel. L'engrais, 80% du coût de l'engrais, c'est de l'énergie. Ce qu'ils gagneront sur l'augmentation du cours du blé, qui a pris, évidemment, on regarde les cours, ils le perdent avec les engrais. Oui, mais il n'y a pas que du blé en plus. Je vous rappelle, c'est la même chose pour la nourriture animale, etc., sur les protéines. Donc, ce que nous disent donc, nos entrepreneurs, c'est que déjà, ils sont terriblement en difficulté. Alors, le deuxième élément, en dehors du prix de l'énergie, c'est le prix des matières premières, mais pas que. C'est le problème d'approvisionnement des matières premières. C'est-à-dire que ça coûte cher, mais qui plus est, aujourd'hui, dans les stats que j'ai, on a questionné 60 000 entreprises. Donc, c'est pas un petit échantillon. Ils nous disent, devant nous, on a un mois de composants électroniques, on a un mois de produits d'engrais, etc. Et ensuite, c'est blackout, quoi. Après, c'est rien. Et certaines entreprises, et beaucoup d'entre elles, nous disent, je vais être obligé de réduire, voire d'arrêter ma production. Voilà. Donc, ce que nous disent les entreprises, donnez-nous du court terme. Alors évidemment, les PGE, les prêts, etc. Mais surtout, rapidement, donnez-nous des solutions pour sourcer différemment d'autres produits. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont, vous le dites, dans une baisse de confiance, une inquiétude sur leur sourcing, et ce qui veut dire que tout ça a une incidence sur l'évolution des embauches, sur leur stratégie, leurs investissements. Ça veut dire que ce qui n'a pas été le cas pendant le Covid, c'est la crise ukrainienne qui peut mettre en vraie difficulté des entreprises avec des risques de fermeture. Des risques de fermeture, évidemment, tous les investissements sont revus à la baisse. Et la politique d'embauche, alors, la chance, si vous voulez, parce qu'on est dans une quasi plein emploi. C'est un peu compliqué de parler avec on évoquait ce mot. Voilà, on évoquait ce mot. Et aujourd'hui, si vous voulez, on pourrait aller vers du downsizing. Ce qui est vraiment terrible. Et puis, c'est le contraire de l'esprit d'un entrepreneur. Je reviens sur les prix. Les prix, c'est quelle capacité a un sous-traitant d'augmenter ses prix, de négocier avec ses donneurs d'ordre, son donneur de l'augmentation de prix. Et là-dessus, on nous demande aussi d'intervenir. De faire, entre guillemets, un peu de médiation / communication auprès des grands groupes ou des grands donneurs d'ordre. Alors, vous êtes aussi dans une mission, la CCI France. Alors, le mot est impropre, mais une forme de lobbying. En tout cas, vous êtes un acteur privilégié parce que vous parlez au nom de ces 121 réseaux consulaires au ministre de l'économie, peut-être même au président de la République. Alors, on est en campagne présidentielle. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous portez sur vos épaules? Vous leur dites, il faut continuer le quoi qu'il en coûte. On n'a pas le choix. Il faut continuer à soutenir les entreprises parce qu'on nous annonce une guerre qui va durer. Le front de l'Est est en train de s'installer. Ça veut dire que ça va durer. Qu'est-ce que vous avez dans votre hôte à poser sur le bureau du ministre de l'économie aujourd'hui? Et du prochain qui arrivera dans un mois. Oui. Alors, ce que je dis, premièrement, c'est qu'effectivement, il faut continuer à soutenir les entreprises. Le quoi qu'il en coûte, je peux le dire jusqu'à demain, ça c'est de l'incantation, on ne sait plus le faire. Par contre... On ne sait plus le faire. Le quoi qu'il en coûte, non, c'est plus possible. Vous ne savez plus remettre 100 milliards d'euros sur un plan de relance aujourd'hui. Très compliqué. Vous savez que l'Europe est en train de travailler là-dessus pour libérer des crédits, mais ça, on ne sait plus le faire. Enfin, les aides essence, les aides d'énergie, c'est 40 milliards. Hein, donc, on en a donné quand même là. Oui, mais c'est plus du quoi qu'il en coûte. C'est plus tout à fait le quoi qu'il en coûte. Donc, la recommandation qu'on fait, c'est de travailler par priorité, par segmentation, de façon à intervenir au plus près de ceux qui ont des risques importants. Des risques d'arrêt d'activité, des risques de diminution très importante d'activité, des risques de débauche, c'est là-dessus qu'on leur dit. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Et puis concernant les chambres de commerce, c'est qu'on a abandonné l'accompagnement généraliste. Vous savez, moi, vous me parlez de 2008. La réforme. La réforme. Mais on avait pour beaucoup de l'accompagnement généraliste. Ça veut dire qu'on réunissait des gens dans des salles, on en faisait une trentaine, et puis on faisait passer des messages. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui s'est passé avec le Covid, quand vous regardez ce qui s'est passé avec la crise ukrainienne, c'est du coût humain. Et ce qu'on dit donc au gouvernement, c'est qu'il faut des mesures. Il faut des mesures pour faire le dernier kilomètre. Et un des acteurs du dernier kilomètre, ce sont les chambres de commerce. L'emploi, la formation. Parce que
On est engagé dans et vous le dites, dans un trend qui est un petit peu sombre. Là, on rentre dans une période un petit peu de turbulence pour les entreprises. Vous les accompagnez. Mais il faut aussi penser à tous ces jeunes qui vont se former, qui vont chercher un emploi, parce que c'est la France de demain. Vous les accompagnez, ces jeunes, dans l'apprentissage. J'imagine que vous applaudissez des deux mains quand on voyait les chiffres, parce que vous y avez contribué, de signature des alternances, des apprentissages. Ouais. Enfin, on a fait un virage incroyable. Ouais, attendu. Et vous savez, c'est bien parce qu'on savait ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Ça fait longtemps que certains disaient il faut le faire, mais ça ne se faisait pas. Vous vous rappelez de ce complexe allemand des 1 million d'apprentis, ah etc. Oui, ça c'est clair. On est passé en 3-4 ans de 400 000 à 700 000. Alors, ce n'est pas de l'incantation, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des mesures incitatives aux entreprises. C'est 8 000 € donc par entreprise et par apprenti. Deuxièmement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a structuré donc l'acteur, le formateur, c'est-à-dire les centres de formation, on a aidé à les structurer, à les financer avec un coût contrat. Quand, d'une part, vous faites de l'incitation et que vous avez de la qualité de prestation de service, vous augmentez mécaniquement le nombre d'apprentis. Le risque, monsieur, c'est qu'on se dise on a gagné, c'est génial, on a fait un bon coup, on arrête. Ça serait catastrophique, on redescend à 400 000. Il faut continuer. Il faut continuer. Sur le même niveau, puisqu'on est à 700, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les entrants, les sortants, mais on est à 730 000. Oui, c'est ça. Et ça coûte pas cher. Parce que si vous regardez 8 000 ou 5 000 € d'un côté, de l'autre côté, ce que coûte un jeune au chômage et un jeune désespéré, je vous assure que la balance est en faveur de renforcement de l'apprentissage dans notre pays, et on doit être fiers de ça. Il y a un débat qui est posé aujourd'hui et qui vous est posé à travers les chefs d'entreprise que vous représentez ce matin, c'est un enjeu fort. Il va y avoir des tensions sur le pouvoir d'achat. Vos salariés dans votre entreprise vont vous dire, moi aussi, j'ai ma petite entreprise familiale, j'ai pris 25% sur l'énergie, j'ai pris 20% sur l'alimentation, j'ai pris 5% sur la téléphonie. Patron, il faut m'augmenter. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites? Patron travaille là-dessus, parce qu'un patron, c'est avant tout un humain. Un patron ne sait pas fonctionner sans ses collaborateurs. Voilà. Donc on travaille. Alors vous voyez, je reviens dans ce que Et ça, c'est un sujet qui est posé à l'ensemble du réseau, qui doit vous dire, écoutez, Président, je ne peux pas augmenter de 10% les salaires, puisqu'en même temps, moi, j'ai quand même des coûts qui sont gigantesques. Voilà. Enfin, c'est un casse-tête quand même. C'est un casse-tête, mais ça veut dire la transparence, ça veut dire la discussion, ça veut dire le temps, ça veut dire la négociation. C'est ce que font toutes les entreprises aujourd'hui. Et quand vous dites que je représente 121 chambres de commerce, c'est vrai. Mais derrière, il y a 3,8 millions d'entreprises qui sont nos clients. Et donc, on leur donne des outils pour recruter, on leur donne des outils pour mieux négocier, pour appréhender, pour décrypter un petit peu les accords qui se passent aujourd'hui, les évolutions de salaire, parce qu'effectivement, on est dans l'incapacité, en moyenne ou globalement, de suivre des inflations. Quand vous regardez... On est d'accord, c'est ça le problème. C'est que si l'inflation va être à 4, 4,5... Peut-être 5. Peut-être on va partir à 5, les Allemands sont à 8. Vous ne pouvez pas suivre. Ça veut dire que le salaire a fondu. Ça veut dire que le pouvoir d'achat a diminué. Donc ça veut dire qu'il y a deux acteurs économiques qui doivent se parler, qui sont fondamentaux dans ce pays. Deux grands acteurs. C'est la main publique, c'est l'État et l'entreprise. Et entre l'entreprise et la main publique... Ils se sont parlé quand même là. Je trouve qu'il y a eu un... C'est très bien, et les syndicats... L'entreprise a eu une place forte. Et les syndicats font un job super. C'est se parler pour arriver à voir comment à deux on arrive à répondre à cette demande légitime de nos collaborateurs. Il y a deux sujets qui sont des sujets connexes, parce que la crise ukrainienne, vous le dites, vous casse les pattes, hein, ce sont vos mots, casse les pattes des entreprises dans leur dynamique. Il y a un sujet sur la baisse des charges, parce qu'il revient doucement ce sujet. D'un côté, il y a ceux qui disent c'est la main, c'est la puissance publique qui doit accompagner l'entreprise, et vous dites elle est là. Puis il y en a d'autres qui disent c'est très bien, mais il faut aussi nous aider tout simplement à être autonome, à avoir une capacité de rebond, et ça passe aussi par la baisse des charges, la baisse des cotisations. Qu'est-ce que dit votre réseau? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous portez cette idée-là aussi? Écoutez, moi je l'ai portée il y a des années, puisque j'ai la chance de travailler dans IGE XAO, XAO Industrie qui a grandi, ça s'appelle IGE XAO. IGE XAO, absolument. Dans 22 pays dans le monde. Et puis, vous savez, quand vous avez comparez comme ça. On arrive à comparer, on a un coût de travail qui est très élevé. Un effort est déjà fait, qui est une demande sur les impôts de production, mais de façon très claire. Donc aujourd'hui, il faut absolument, si vous voulez, qu'on travaille aussi sur le coût du travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre façon de voir les choses. C'est comment faire pour que ce pays retrouve un élan de reconquête, ou accélère son élan de reconquête, parce que c'est reparti. La réindustrialisation de notre pays. On ne peut plus rester à 85 milliards de déficit du commerce extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des études prouvées. On a identifié 58 produits. Des produits que l'on sait faire chez nous. Je
parle pas de trucs très compliqués, qui nous ramèneraient une baisse de nos importations de 120 milliards d'euros et qui créerait 300 000 emplois. C'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un système, au bout d'une non-sécurité d'approvisionnement. Alors là, c'est béant, c'est évident. Avec la crise, évidemment, là c'est comme le Covid, on ouvre les yeux. Mais vous savez quoi? C'est comme le Covid, c'est comme l'apprentissage. Les planètes sont alignées, il faut y aller. On sait ce qu'il faut faire, et moi j'ai une ambition pour les chambres de commerce, une ambition collective, pas que nous, l'écosystème qui accompagne les entreprises. Accompagnons la France dans ce mouvement. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que la CCI a le poids et je dirais la masse critique pour porter cette idée. Vous parlez de 58 produits, ça veut dire qu'au-delà des produits, il faut créer des filières. Je pense aux filières textiles et plein d'autres. Créer des filières, ça veut dire refaire venir des machines, reformer, excusez-moi de revenir à la formation, mais dans les milieux industriels, il y a des entreprises qui vous disent, moi j'ai pas le soudeur qui va bien, j'ai plus le chaudronnier qui va bien, j'ai plus l'électrotechnicien qui va bien, donc on n'a même plus les hommes derrière les machines. Oui, mais vous savez, on sait former les gens. Et dans tous les cas, si on repart pas là-dedans, dans l'anticipation, vous parlez d'anticipation, encore une fois, on sait ce qu'il faut faire. Si on ne repart pas là-dedans, on va louper définitivement un train de la reprise. Là, vous dites, on a une fenêtre possible pour réimplanter des filières, ou en tout cas des métiers, pour permettre à notre économie de progresser, de créer de l'emploi. Ouais, je dis plus que ça. Je dis, on a les produits, on sait ce qu'il faut faire au commissariat, au plan. On a l'argent, il reste encore sur le plan de relance quelques milliards d'euros. Et surtout, on a l'envie. Voilà. Et dans l'accompagnement, quand on parle des métiers de demain, de l'anticipation, de la réindustrialisation, de la diversification, de la digitalisation, le mot-clé, c'est la formation. Et on a un outil dans ce pays extraordinaire. On fait trop de bashing sur la formation. Et sachez que du côté des chambres de commerce, on forme 500 000 personnes chaque année. Oui, alors il faudrait quand même nous faire un petit éclairage sur la formation, parce que c'est le réseau consulaire qui travaille donc avec quoi, des écoles de formation, des centres de formation. Expliquez-nous comment marche le modèle économique là. Ça fait partie, si vous voulez, partie intégrante du réseau. Oui, des fonctions, des régaliennes, j'allais dire. Voilà, régaliennes des chambres de commerce. Aujourd'hui, la formation, c'est comme l'appui aux entreprises. Sur un budget de 2,5 milliards au global, on met 1 milliard d'euros sur la formation et l'accompagnement RH. Donc c'est un élément massif, c'est 40% de nos ressources qu'on met là-dessus. Accompagnement RH, ça veut dire quoi? Vous faites quoi concrètement? Puisque là vous êtes dans Smart Job et on fait justement du RH. Qu'est-ce qu'apportent les CCI dans l'accompagnement RH? Écoutez, on apporte des outils. Alors nous on ne fait pas de négociation, ça c'est les branches professionnelles, les syndicats. D'accord. Nous, on apporte des outils donc aux entreprises pour gérer leur RH. Diagnostic RH. Là on travaille énormément sur, entre guillemets, la professionnalisation. Vous savez, notre cible, c'est les TPE, les PME et quelques ETI. Celles qui ne peuvent pas se payer des cabinets conseils parce que c'est compliqué. Donc là, comment rédiger une annonce d'emploi? On nous pose beaucoup de questions sur les salaires, sur des grilles, etc. aussi là-dessus. Oui, parce qu'ils ont besoin de référentiels. Et donc, on a des clubs RH et des entrepreneurs qui se réunissent pour avancer là-dessus. Après, on fait de l'accompagnement digital. On a plusieurs initiatives sur l'emploi et sur l'orientation, les nuits de l'orientation. Ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui viennent nous voir pour essayer de déterminer quel sera leur métier de demain. Et on a une superbe initiative, je voudrais en parler 2 petites secondes. Bien sûr, allez-y. C'est 50 000 appels seront passés, c'est un accord qu'on a passé avec Elisabeth Borne. Vous savez qu'on a d'une part des chômeurs longue durée et d'autre part on a des entreprises qui demandent d'employer. Notre chômage structurel. On a la possibilité, ils ont la possibilité de travailler jusqu'à un mois gratuitement dans une entreprise pour se familiariser à l'entreprise et l'entrepreneur rencontrer un collaborateur. Et donc on essaie de faire ce matching. Et ça fait partie des éléments qui sont importants. C'est la rencontre entre quelqu'un qui va embaucher et quelqu'un qui cherche un travail. Avec des contrats engagement jeunes qui ont été signés dès le 1er mars, me semble-t-il. C'est ça. Et qui vont avancer. Je crois que vous êtes aussi dans la boucle sur ce sujet. Il y a les pôles emploi et les missions locales. Et puis il y a l'idée d'accompagner ces jeunes pour les faire sortir d'espèces de vide, de zones grises dans lesquelles ils étaient. De vide, et parce qu'on en a besoin, et parce qu'ils en ont besoin, et parce que ce sont des talents. Parce que chacun a son talent. Et on a besoin de tous. Un mot, parce que j'ai vu que vous étiez exprimé, c'est intéressant, dans l'émission qui nous incombe, sur l'évolution du travail. Parce qu'il y a une crise économique dans laquelle on est en train d'entrer, on le voit, et vous l'avez évoqué. Vous êtes là pour l'accompagnement, mais il y a quand même en même temps des sujets RH intéressants. Il y a la génération Z qui arrive,
dans la tech, par exemple, chez vous, qui vous disent, moi, je veux ça, je veux plus ça, et puis j'aimerais bien avoir la semaine des 4 jours, parce que ma vie, c'est aussi le travail, mais c'est aussi autre chose, c'est mon engagement associatif, c'est mes passions. Comment vous vous situez? Parce que j'avais posé la question au patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, lors d'une émission délocalisée pour Bismarck. Il m'avait dit non. J'ai posé la question à Elisabeth Borne, elle me dit non, la semaine des 4 jours. Qu'est-ce que vous dit votre réseau? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, après tout, c'est peut-être ça l'avenir du travail? Écoutez, moi, on m'a jamais posé la semaine des 4 jours. Ça voilà. Jamais. Mais elle vous traverse l'esprit, cette question, ou pas? Moi, j'aime bien répondre aux questions qui me sont posées. Ah bah là, je vous la pose. La question qui... Non, mais par nos employés, par nos jeunes, je reviendrai là-dessus, je vous donnerai peut-être un avis, mais c'est du sens. C'est le sens. Voilà. Moi, quand je vois des jeunes qui viennent nous voir, ils veulent bien sûr parler de salaire, mais ils disent du sens. Qu'est-ce que je vais donner comme sens à ma vie parce que quand je travaille dans votre entreprise? La deuxième chose qu'on me dit, c'est le partage. Partage des valeurs, liées au sens. Les valeurs, d'accord, non matérielles, et après les valeurs matérielles. Et le partage de la richesse, parce que ce débat est posé aussi. On nous pose des questions sur les participations, sur l'intéressement, etc. Voilà les questions qui nous sont posées. Et après, l'autre question qui me posait, la troisième question, la flexibilité du travail. Voilà. Mais la flexibilité du travail, c'est pas la semaine de 4 jours. Et puis, en plus, dans mon métier, si vous voulez, on compte pas vraiment les heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de liberté. Mais voilà, c'est la flexibilité du travail avec une notion de télétravail renforcée, pas que dans la tech, par le prix du carburant aujourd'hui, qui fait que, quelque part, les collaborateurs vous disent si tu veux que je vienne tous les jours au boulot, il va falloir sérieusement que tu penses à compenser un peu plus que par quelques euros dans le prix du carburant. Excusez-moi d'y revenir, mais le choc du pouvoir d'achat qui nous attend, parce qu'on est dans une campagne, il y aura une nouvelle présidente de la République dans quelques temps, ça sera le dossier central, c'est-à-dire la façon dont les entreprises vont être capables, d'absorber le choc, de faire de la rétention de talents, parce que vos talents vont vous dire, et il n'y a pas que des talents dans les entreprises, ils vont vous dire, moi je ne peux pas continuer à vivre dans ces conditions, et vous aurez une pression terrible du haut et du bas. Oui, mais écoutez, il faut y reprendre, c'est ça le métier d'un entrepreneur. Et ce qu'il faudrait, c'est que globalement, il n'y ait pas des entreprises qui sont plus fragiles que les autres, qui se fassent complètement récupérer leur personnel, parce qu'elles ne seront pas dans la capacité de répondre à cette demande-là. Il y a une véritable problématique, il faut y répondre, mais encore une fois, si vous voulez, la main invisible, c'est pas que l'entreprise, quoi. D'accord? Donc, je crois qu'il faut travailler collectivement. Je crois qu'il faut que nos concitoyens comprennent la situation, un tiers. Un autre tiers, c'est bien sûr l'entreprise et bien sûr l'État. Juste avant de nous quitter, il s'est quand même passé une petite révolution, puisqu'on a vécu avec le Covid un moment historique. Nous n'avions jamais vécu cela. Et on a aussi vécu un moment historique où l'État n'a jamais été aussi présent et où certains décideurs, dirigeants sont devenus keynésiens alors qu'auparavant, ils étaient très libéraux. Est-ce que cette crise Covid n'a pas transformé aussi le mental des décideurs qui se sont dit, après tout, l'État et ses amortisseurs et ce chômage partiel nous ont quand même permis de sauver notre économie? Est-ce que ça ne fait pas réfléchir aussi sur un positionnement? Écoutez, en tout cas, moi... Vous avez évolué sur ce sujet, vous, ou pas, Président? Moi, j'ai constaté... Non, je trouve que... aide-toi, le ciel ne t'aidera pas. Je crois que... Non, mais... Enfin, l'État vous a aidé quand même. Mais oui, parce que c'était une période extraordinaire, peu ordinaire. Quand il arrive un élément de guerre ou un élément de crise, une épidémie qu'on n'a jamais rencontrée, il est normal que, quand on est dans l'exceptionnel, on ait une aide exceptionnelle. Mais après, ça s'arrête. On ne demande pas à être sous perfusion, les entreprises. On a plus d'ego, d'honneur et d'envie que ça, d'accord? Non, on demande à être aidé dans les périodes difficiles parce que nous sommes incapables, qui était le cas de façon extraordinaire. Quand je regarde dans les 22 pays dans lesquels je suis implanté, l'exemple, c'est la France. D'ailleurs, le rebond de la France. C'est vrai, c'était le pari de Bruno Le Maire. Voilà, qui était un bon pari. Voilà, le deuxième bon pari, quand même, c'est le mix énergétique. Parce que si aujourd'hui nous sommes à 5 points d'inflation et pas... C'est lié à notre nucléaire. C'est lié à 40% de nucléaire. Voilà, donc nous, on ne s'est pas habitué à ça. On ne veut pas. On veut être soutenu parce qu'il y a des moments difficiles et notre pays en a besoin, nos collaborateurs en ont besoin, mais après, on demande notre autonomie. Il nous reste une minute. Est-ce que vous avez dit qu'on avait beaucoup de fenêtres ouvertes qui étaient des opportunités pour réimplanter nos industries, pour relancer notre économie dans des secteurs? Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire notre virage écologique? Bien sûr. De toute manière, il est évident, le virage écologique. Je dirais, aujourd'hui, c'est de la croissance durable. Et on a de la chance, parce qu'il y a énormément d'industries qui sont devenues propres. On est là-dedans. Et il faut faire deux choses, puisque vous parlez d'écologie. Il faut réimplanter et planter. Il faut planter des produits chez nous. J'étais avec le président de la Chambre d'agriculture. Il y a une demande folle.
un chiffre. La ratatouille nous coûte 800 millions d'euros de déficit du commerce extérieur. On peut la planter chez nous. La ratatouille. La ratatouille. À cause des aubergines. À cause des aubergines, à cause des tomates, à cause des oignons et des poivrons. 800 millions d'euros de déficit du commerce extérieur. On peut faire mieux. Je ne m'empêcherai pas de manger de la ratatouille, je tiens à vous le dire quand même. Mais plantez-la vous-même. Mais plantez donc votre ratatouille. Merci Alain Di Crescenzo, merci. J'espère que vous avez encore le temps de faire des footings, un peu de judo, parce que vous êtes ceinture noire de judo. Oui, alors le judo, un peu moins. Le footing, oui, souvent. Pour continuer à garder la forme et de continuer à accompagner ces 3,8 millions de clients. Voilà, c'est important parce que vous l'avez dit plusieurs fois, c'est aussi une révolution aussi dans le rapport des chambres consulaires. Merci Alain Di Crescenzo, c'était un vrai plaisir de vous accueillir, président de CCI France, avec beaucoup de sujets sur la table et beaucoup de discussions aussi, parce que c'est vrai que vous êtes face à face avec l'État et les pouvoirs publics. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. On va parler recrutement et des start-up. C'est tout de suite.